contre cette alliance entre les Arabes et les Soviétiques, les Français considèrent qu'il faut doter Israël de la sécurité nucléaire. À tort. Encore une fois, on peut discuter sur c'est à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est un raisonnement qui se défend. Les deux parties signent un pacte politique et une série de contrats techniques. La France s'engage à fournir à Israël un grand réacteur qui, selon Israël, a une capacité de 24 mégawatts. Des sources étrangères affirment en revanche qu'elle est bien plus élevée, de l'ordre de 150 mégawatts. Le réacteur livré par la France ressemble beaucoup au réacteur nucléaire de Saclay, près de Paris, où les spécialistes israéliens du nucléaire ont été formés. Des ingénieurs et techniciens français ont été envoyés pour construire le réacteur en Israël. De plus, les Français s'engagent à fournir de l'uranium enrichi, ainsi que, selon des sources étrangères, une usine d'extraction du plutonium. Israël déclare qu'elle utilisera les usines uniquement à des fins civiles. C'est un accord sans précédent. Jusqu'alors, aucun pays n'avait jamais donné à un autre pays les moyens de développer une filière nucléaire. Tout a commencé ici, dans l'usine Dassault, sur la ligne d'assemblage des Mirages. Les relations entre Israël et l'usine Dassault marquent un tournant important pour Israël. Des sources françaises révèlent aujourd'hui qu'Israël avait demandé que les avions Mirage qui lui étaient destinés soient équipés d'un dispositif pour transporter des bombes nucléaires. Après la campagne de Suez, Israël reçoit une aide militaire française sans précédent. Les usines Dassault produisent des centaines de bombardiers Vautour et d'avions de chasse Mirage pour Israël. Dans les années 50 et 60, la capacité militaire israélienne repose sur des avions français. À cette époque, la France n'a pas encore développé d'armes atomiques. Je me suis mis à chercher et petit à petit à trouver cette relation. Je me suis aperçu que la conséquence de ce que je viens de vous dire, c'est que l'histoire de la bombe française et de la bombe israélienne sont absolument intimement liés et qu'il y a très peu d'écart entre les deux timings. Ça, c'est tout à fait frappant. Après l'opération de Suez, une vague de profonde sympathie à l'égard d'Israël a déferlé sur la France. Il y a eu une alliance entre les deux pays. Ils échangeaient des informations et partageaient des renseignements nucléaires. Selon une source française bien informée, des scientifiques israéliens ont été invités à observer les essais nucléaires que la France conduisait en 1960. La coopération entre les deux pays prouve que leur relation était basée sur l'émotion et pas seulement sur des intérêts politiques. Cela tient à la grande honte qu'ont ressenti les Français après leur défaite face aux Allemands. Rappelez-vous que certains d'entre eux avaient été dans des camps d'extermination. Je n'oublierai jamais. Le commandant en chef français m'a invité à dîner. Le général Elie, c'était son nom. J'étais assis à côté de sa femme. Elle m'a dit, « Monsieur Pérez, je veux que vous sachiez une chose. Moi aussi, j'ai été en camp d'extermination. Son attitude envers Israël n'était donc pas une question d'idée. Il s'identifiait à nous. Nous aussi, nous avons échappé à la destruction. Nous aussi, nous avons survécu à une catastrophe. Si on l'ignore, il est très difficile de comprendre les événements. » À la fin de l'année 1957, les conseillers scientifiques et techniciens français arrivent en Israël. La construction du réacteur nucléaire commence. Je vois encore régulièrement, notamment un de mes amis qui a participé à la construction d'Imona, qui est un ingénieur, et dont la femme ne savait pas où il était. Donc le courrier était, je ne me rappelle plus où c'était, si le courrier était envoyé au Maroc ou en Amérique latine ou je ne sais où, mais en tout cas, jamais sa femme a su qu'il était à Dimona.
Pierre Péan raconte dans son livre que les pièces du réacteur nucléaire ont été ostensiblement envoyées dans des États d'Amérique du Sud. Les officiers de sécurité français imposaient le secret absolu, maintenu jusqu'à ce jour. Pas un seul des Français qui ont construit Dimona n'a jamais accepté d'être interviewé ou photographié, que ce soit pour ce film ou pour le livre de Péan. Tous les Français qui ont été à Dimona, je n'ai pas vu, et Dieu sait si j'ai cherché tous les papiers, il n'y a pas eu un ouvrier, un ingénieur français qui a vendu la mèche. Hein, ce qui est quand même assez extraordinaire. Quand on voit aujourd'hui comment toutes les fuites possibles, imaginables. La construction de l'infrastructure commence près de Dimona. On clôture une vaste zone dans la plaine désertique, on pave des chemins, on installe des lignes électriques. Voici des images satellites de la première phase. Il est impossible d'obtenir des photos prises de plus près. Les travaux de terrassement sont d'une ampleur considérable pour l'Israël des années 50 et provoquent une pénurie de béton pour la construction de nouvelles zones d'habitation. Fin 1958, alors que les travaux préliminaires d'infrastructure sont achevés et que le squelette de la structure se dresse déjà dans la plaine sablonneuse proche de Dimona, les constructeurs du réacteur subissent un coup dur. Le président Charles de Gaulle donne l'ordre d'interrompre la collaboration française dans la construction de Dimona. Mais en réalité, il se passe une chose étrange. L'aide française continue d'affluer pendant presque 2 ans. Les responsables du commissariat à l'énergie atomique et des hauts fonctionnaires en charge de la sécurité, y compris le ministre de l'énergie atomique Jacques Soustel, passent outre aux instructions de Gaulle. Qui plus est, ils omettent de donner au président toutes les informations sur l'étendue de l'aide nucléaire à Israël. Je ne peux pas comprendre qu'en ce domaine, le général de Gaulle n'ait pas été obéi, qu'il y ait eu à l'intérieur de l'État français, sur des questions comme celle-là, des questions de stratégie, de défense, de technologie militaire, qu'il y ait eu une désobéissance forte au général de Gaulle. Je ne comprends pas comment des divergences, des désobéissances ont pu se manifester à l'égard du général de Gaulle. Elles sont constatées, c'est un fait. Ce n'est qu'en 1960, alors que de Gaulle est au pouvoir depuis 2 ans, et peu de temps après la démission de Soustel, que l'entourage présidentiel découvre tous les détails sur l'aide nucléaire à Israël et la collaboration militaire entre les 2 pays. Cette conspiration du silence au sein des milieux dirigeants français explique la fureur du président de Gaulle qui ordonne à son ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, d'informer immédiatement Israël de l'embargo nucléaire. Golda s'est arrêté à Paris, en route vers les États-Unis, et a rencontré Couve de Murville. Et il lui a dit « Nous avons décidé de mettre fin à nos relations nucléaires avec vous. Nous vous rembourserons votre argent. » Golda a envoyé un télégramme à Ben Gurion pour lui annoncer la nouvelle. Ben Gurion m'a appelé pour me dire « Shimon, qu'est-ce que nous allons faire ?» J'ai dit « Je ne sais pas. Laissez-moi aller en France. » Il a accepté. Je suis allé voir Couve de Murville et il était assis là, très froid. C'était un excellent joueur d'échecs. J'ai dit, vous êtes devenu fou. Vous voulez rendre public tout ce que nous avons fait ensemble. Vous pouvez être d'accord, mais voulez-vous qu'Israël risque autant pour vous? Nous avions un arrangement honnête. Vous voulez que les Arabes boycottent toutes les compagnies françaises qui nous ont fourni ce matériel? Et vous l'avez convaincu? Oui. Ben Gurion n'en a pas cru ses oreilles. Voilà comment nous avons sauvé la situation. L'embargo décrété par de Gaulle retarde l'achèvement du projet nucléaire de quelques mois, mais il n'y met pas fin comme de Gaulle le voulait. Des sociétés françaises continuent à travailler ici jusqu'à ce que l'usine nucléaire et les équipements adjacents soient terminés. Certains des travaux sont transférés à des sociétés israéliennes. Finalement, malgré l'embargo, la construction est terminée dans les délais. À la fin de l'année 1960,
l'existence du réacteur de Dimona est révélée au monde par Henry Gomberg, un spécialiste du nucléaire de l'Université du Michigan qui avait visité des organismes de recherche israéliens. Gomberg a parlé à des scientifiques israéliens, a fait des rapprochements et est arrivé à la conclusion qu'Israël était en train de construire un réacteur nucléaire secret à Dimona et avait l'intention d'extraire du plutonium dans le but de développer des armes. Il rapporte ses conclusions à l'ambassadeur américain à Tel Aviv, Ogden Reid, qui réalise que quelque chose de capital est en train de se produire au Moyen-Orient. L'ambassadeur lui conseille de quitter Israël sur le champ, de prendre l'avion pour Paris et de câbler ses découvertes à Washington. Le 26 novembre 1960, un câble urgent top secret est envoyé de Paris directement au secrétaire d'État. « Je préfère garder secret les noms des Israéliens qui m'ont parlé », écrit Gomberg. Bien que la publication du document soit approuvée, le nom de Gomberg est retiré. Le lendemain, le New York Times étale l'affaire en première page. Les États-Unis ont découvert qu'Israël est sur le point d'acquérir la capacité de fabriquer des armes atomiques. L'article indique qu'Israël a trompé les États-Unis en décrivant le réacteur comme une usine textile. La société Kitan a en effet construit une usine textile à Dimona, mais elle n'a rien à voir avec le réacteur. Ben Gourion dément catégoriquement l'information publiée aux États-Unis. Il informe la Knesset que le réacteur est entièrement pacifique et réservé à des besoins industriels, agricoles, médicaux et scientifiques. C'est la première fois que les Israéliens reçoivent confirmation par leur Premier ministre de la construction d'un projet géant dans le Negev. בפתח שיחותיו במדינת המערב הגיע ראש הממשלה אל הבית הלבן בוושינגטון לפגישה עם הנשיא אייזנהאואר. Dès l'instant où l'existence du réacteur est dévoilée, l'attitude des États-Unis envers Israël change du tout au tout. Des documents officiels récemment publiés montrent qu'à partir de ce moment-là, le projet nucléaire est au cœur des relations entre les deux pays. L'existence du réacteur de Dimona est révélée au monde à l'époque où John Kennedy mène sa campagne électorale à New York. Kennedy prête serment comme